Pour commenter les événements de la première semaine de décembre 1940, nous sommes avec Yves Durand parce que dans les actualités allemandes que nous verrons en premier, il y aura de longues séquences sur les prisonniers français et d'autres aussi au travail. Cette semaine de 1940 est une semaine que l'on pourrait qualifier comme la semaine de deuil de l'armée italienne en Grèce. Les Italiens ont subi de graves échecs et Mussolini est très inquiet de l'avenir de son armée alors en Albanie. Nous verrons aussi le bombardement de Londres, filmé par les Américains, qui ont vendu les images aux Allemands. Mais l'essentiel aujourd'hui, ce sera de parler de ces prisonniers avec Yves Durand, à qui je demande naturellement comment il a mené son enquête pour écrire ce livre magnifique sur l'histoire de la captivité. C'est le résultat d'un hasard et d'une amitié. C'est-à-dire que j'ai été sollicité par un ami ancien prisonnier pour écrire l'histoire des prisonniers de guerre. Cet ami savait que je m'intéressais à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. J'avais déjà publié un livre sur Vichy. Et je dois dire que cette amitié s'est poursuivie parce que l'enquête que j'ai dû mener m'a amené naturellement dans les archives, mais m'a amené aussi à interroger beaucoup de prisonniers. Et je dirais en plus que cette amitié, ces relations humaines qui se sont nouées avec les prisonniers continuent parce qu'il n'y a pas de mois maintenant, 10 ans après la publication du livre sur la captivité, il n'y a pas de mois où je ne reçoive encore des lettres, soit de prisonniers, soit de femmes veuves de prisonniers, soit d'enfants de prisonniers. Et puis alors l'intérêt de ce livre et de cette analyse que vous avez faite, c'est que au lieu de voir toujours l'histoire de Vichy par en haut, Pétain, Laval, la Révolution nationale, le fascisme, on voit l'histoire, si j'ose dire, par en bas, c'est-à-dire la vie d'une bonne partie des Français. Il y en avait combien de prisonniers à cette époque? Oui, ça, je crois que vous avez raison de dire que c'est une histoire vue d'en bas, en même temps vue d'en haut, parce que parmi les prisonniers, il y avait toutes les catégories sociales étaient représentées. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même environ 1 800 000 soldats français capturés à la suite de la campagne de France, c'est-à-dire à peu près un tiers des mobilisés de 1939 et 2 tiers pratiquement de l'armée en campagne en mai 40, ce qui fait aussi l'importance de l'histoire des prisonniers de guerre dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, je l'ai découvert, au fond, en étudiant leur histoire, qui jusque-là avait été beaucoup négligée, mais qui est effectivement, je crois, un grand chapitre de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On verra donc d'abord les actualités allemandes, avec ces prisonniers, entre autres, et ensuite les actualités de Vichy. Anlässlich des 2600-jährigen Bestehens des japanischen Kaiserhauses fand in Tokio eine große Kaiserparade statt. Der Kaiser auf seinen traditionellen Schimmel. Nach der Infanterie die Luftwaffe. Zum Schluss zogen Reiterregimenter an dem obersten Befehlshaber vorüber. Der Vesuv zeigte in letzter Zeit verstärkte Tätigkeit. An der östlichen Wand des Eruptionskegels hat sich eine Öffnung gebildet, aus der sich glühende Lava ins Tal ergießt. Trotz des Krieges setzt das faschistische Italien die Regulierungsarbeiten am Tessin am Ausgang des Lago Maggiore fort. Um die Wasserkräfte des Tessin, der dem Lago Maggiore entströmt, auszuwerten, wird ein riesiges Elektrizitätswerk errichtet. Mit Hilfe von Caissons werden die Unterwasserarbeiten an den Fundamenten ausgeführt.
Wieder geht ein Eimer voll Erde nach oben. Dampfrahmen für das Einsetzen der Pfähle. Ein Teil der Anlage ist heute bereits fertiggestellt. Dieser Kanal führt das Wasser zu den Turbinen. Ein Maschinenhaus. Aufbruch in einem Auffanglager der deutschen Rückwanderer aus Bessarabien. Nach einem kurzen Aufenthalt in diesem Lager, das noch auf rumänischem Boden liegt, geht es nun heim ins Reich. Eine Dorfgemeinschaft in der Ostmark begrüßt die Heimgekehrten. Und hier ein Übergangslager in Bayern. Die Rückkehrer verbleiben hier bis zu ihrer baldigen endgültigen Ansiedlung. In der Halle des Unterkunftshauses. Die Bessarabiendeutschen haben ihre alten Volksbräuche auch in der Fremde treu bewahrt. Für die diesjährige Weihnachtssammlung des Kriegswinterhilfswerkes wurden insgesamt 30 Millionen Kasperlefiguren hergestellt. Über 70 Eisenbahnwagen musste man für die Heranschaffung des Holzes einsetzen. Das sollen einmal Könige werden. Die kleinen Holzkörper werden für die Anbringung der Arme durchbohrt. In der Malerwerkstatt 30.000 Kilo Lack wurden für das Bemalen der Figuren benötigt. Die Sache bekommt allmählich Gesicht. Und hier ein König seinen Hermelin. Einer der vielen Kasperle erhält seine Arme. Für diese Arbeit brauchte man insgesamt 6.000 Kilometer Faden. Die Berliner Eissportsaison wurde mit einem Schaulaufen des Weltmeisterpaares Maxi und Ernst Bayer eröffnet. Achttausend Soldaten waren Gäste dieser Veranstaltung. In Wien wurde unter dem Titel »Ein Maler erlebt die Reichsautobahn« eine Aquarellausstellung des Malers Ernst Huber eröffnet. Reichsminister Dr. Todt und Reichsleiter Baldur von Schirach beim ersten Rundgang.
Die neue Nibelungenbrücke in Linz geht ihrer Vollendung entgegen. Nach ihrer Fertigstellung wird sie einen wichtigen Donauübergang auf dem Wege München-Wien darstellen. Die Gesamtlänge der Brücke beträgt 250 Meter. Auch Kriegsgefangene wurden für die Bauarbeiten mit herangezogen. In einem Kriegsgefangenenlager im besetzten französischen Gebiet. Ein großer Teil der Kriegsgefangenen wird zum Arbeitseinsatz nach Deutschland in Marsch gesetzt. Sie sollen hier dazu beitragen, den Mangel an Arbeitskräften auszugleichen. Verpflegung für die Fahrt. On vient de voir le départ de prisonniers de guerre et pourtant on est au mois de novembre. Donc c'est des prisonniers qui étaient restés en France dans les fronts de Stalag, qui avaient été souvent employés d'ailleurs en France, soit à la moisson de 40 comme Benoît Méchain, soit à des travaux d'hiver, et on aura l'occasion de voir en particulier au déblaiement de villes sinistrées, et qui maintenant sont transférés vers l'Allemagne, donc en novembre, en décembre. Alors je crois que ces images montrent bien d'abord le nombre, donne bien l'impression du nombre, l'impression de la diversité avec la diversité des uniformes, la diversité des âges. Deuxièmement, je crois que les téléspectateurs ont pu croire que tout se passait de façon très amène de la part des Allemands, cet embarquement dans les wagons à bestiaux dans lesquels sont embarqués, je me permets de faire une petite remarque, non pas plusieurs, mais la plus grande partie, dit le texte allemand, de ces prisonniers des fronts de Stalag. Bon, en réalité, ils sont embarqués dans des wagons à bestiaux, et ça ne se passait pas du tout de façon amène, mais ça se passait souvent avec des coups de crosse. En plus, ce transfert en Allemagne, dans les wagons à bestiaux, pour des gens qui quelquefois allaient jusqu'en Prusse orientale et qui duraient plusieurs jours, a été en réalité une des périodes les plus dures de la captivité. Les premiers moments de la captivité et les derniers moments dans la débâcle allemande ont été souvent les plus durs, ceux où ils ont eu faim, ceux où ils ont souffert de la promiscuité, etc. Par conséquent, je crois que là, à la fois, on a une image qui rend bien compte de ce qu'a été, pour cette masse de soldats français, la captivité, et en même temps, on a une déformation par le cinéma allemand qui nous montre ce transfert comme si c'était un voyage d'agrément, en quelque sorte. Auch in den besetzten Gebieten sind zahlreiche Arbeiterkolonnen eingesetzt. Hier Aufräumungsarbeiten in Rouen. Alle Straßen, die mit Schuttmassen bedeckt waren, sind jetzt für den Verkehr wieder freigemacht worden. Wo Einsturzgefahr besteht, werden die Mauerreste beseitigt. Die von den Franzosen zerstörte Brücke von Saint-Mamé auf der Strecke Paris-Dijon wurde in der Rekordzeit von 5 Wochen unter Einsatz von Kriegsgefangenen provisorisch wiederhergestellt und jetzt für den Verkehr freigegeben. Die Fahrzeit Paris-Marseille wird dadurch um über 6 Stunden verringert. Im Generalgouvernement wird das von den einstigen polnischen Machthabern völlig vernachlässigte Straßennetz verbessert und ausgebaut.
Mit Hilfe von Spezialmaschinen wird in kurzer Zeit eine feste Straßendecke geschaffen. Als Arbeitskräfte sind hauptsächlich Polen eingesetzt. Durch die Initiative unserer Wehrmacht werden damit immer neue Gebiete erschlossen, die früher für den Verkehr nur schwer erreichbar waren. Deutsche Ordnung und Sauberkeit haben mit der polnischen Wirtschaft endgültig Schluss gemacht. Putzstunde bei einer Radfahrschwadron unseres Heeres im besetzten Gebiet. Auch das Stahlross muss immer blitzsauber sein. Zum Radappell angetreten. Dieser Verdunkelungsschlitz stimmt nicht ganz. Abmarsch zur Übung. Bei unserer Infanterie draußen. Auch zwischen den großen Entscheidungen muss jeder einzelne Mann durch ständige Übungen für große Aufgaben einsatzbereit gehalten werden. Eine Sturmbatterie greift in den Kampf ein. Sie hat die Aufgabe, besonders schwer befestigte Stellungen des Feindes von der vordersten Linie aus artilleristisch zu bekämpfen. Immer weiter arbeitet sich die Infanterie an den Gegner heran. Stukas belegen schwere Bunker, die den Weg sperren mit ihren Bomben. Pionierstoßtrupp hat sich bis an die feindliche Bunkerlinie herangekämpft und setzt Flammenwerfer ein. Bunkerlinie hinaus wird der Kampf weiter in das feindliche Gelände getragen. Kampf gegen England. Auf einem Feldflughafen in Nordfrankreich wird ein deutsches Kampfgeschwader mit Bomben beladen. Die Bordwaffen sind noch einmal überprüft worden. Das sind Bomben schwersten Kalibers, wie sie in den letzten Wehrmachtsberichten wiederholt erwähnt wurden. Mit einem Trecker werden sie zu den Maschinen gebracht. Die Aufhängung erfolgt mit Hilfe eines Flaschenzuges.
zum Vergeltungsflug gegen London. Welle auf Welle nimmt ihren Weg nach der Hauptstadt Englands. London nach einem schweren deutschen Luftangriff. Diese sensationellen Aufnahmen sind von amerikanischen und neutralen Kameramännern gedreht. Sie gelangten zum Teil sogar unter Umgehung der scharfen englischen Zensurbehörden über Amerika in unseren Besitz und zeigen, wie es in London bereits vor 8 Wochen ausgesehen hat. Ganze Gebäudekomplexe der Wirtschafts- und Rüstungsindustrie stehen in hellen Flammen. Diese Bilder sind die schlagendste Widerlegung der ständigen Lügenmeldungen des Reuter-Büros, das noch heute die Welt glauben machen will, es gebe in London keine nennenswerten Schäden und das öffentliche Leben gehe hier nach wie vor seinen ungestörten Gang. Feuerwehr und Selbstschutzkräfte müssen pausenlos gegen die Wirkung der deutschen Bomben eingesetzt werden. Die Uhr des Parlamentsgebäudes, auch sie war damals schon von Splittern getroffen. Und hier Mr. Churchill, der Mann, der das alles auf dem Gewissen hat. So sahen schon vor 8 Wochen die Docks von London aus, von denen bekanntlich heute noch das englische Luftfahrtministerium behauptet, sie seien kaum beschädigt. Oui, ces images sont terribles. Je voudrais simplement faire une très rapide remarque. On a pu observer que les Allemands ont eu plusieurs tactiques quand ils ont bombardé l'Angleterre et qu'ils sont passés du bombardement, enfin, du Blitz au bombardement de Londres, puis ensuite la province, et à nouveau c'est Londres. Et psychologiquement, ça a eu un effet sur les Anglais, parce qu'au départ, ils ne bombardaient que Londres, la côte. Et les gens de l'intérieur, au fond, ce n'était pas leur guerre.
Puis il y a eu toutes les villes comme Coventry, Birmingham, etc. qui ont été bombardées, et du coup c'est devenu la guerre de tout le monde. Et puis Londres a cru qu'ils étaient enfin tranquilles. Et ça recommence sur Londres. Peu à peu, les Allemands, parce qu'ils n'arrivent pas à définir une vraie tactique d'attaque de l'Angleterre, et maintenant le débarquement, on n'en parle plus bien sûr, ont fini par unir tous les Anglais dans la haine. Et les Anglais voudront maintenant désormais se venger. Bon. Mais on va revenir au sujet qui nous concernait le plus, celui des prisonniers. Il y a quelque chose que vous avez commencé à dire, je crois, c'est que ça a lieu tout ça en novembre. C'est donc après Montoire qu'ils partent en Allemagne? C'est cela, oui. C'est précisément après Montoire, et alors que, en fin de compte, le gouvernement de Vichy s'était engagé dans la politique de collaboration marquée notamment par Montoire, en particulier, entre autres choses, dans l'espoir de faire revenir les prisonniers. Et à ce moment-là, l'ancien combattant de 14-18, aveugle de guerre, Georges Scapini, qui était député de droite, qui avait été un des cofondateurs du comité France-Allemagne, l'équivalent du comité Allemagne-France d'Otto Abetz, avait été désigné par le maréchal Pétain pour s'occuper justement des prisonniers et négocier la question des prisonniers avec les Allemands. Et il était parti à Berlin, dans le cadre de la préparation de Montoire, fin septembre 1940, porteur même de propositions d'échange de prisonniers contre des ouvriers français. C'est une proposition, une invention qui va prendre le nom de la relève plus tard et qu'on attribue à Laval, mais qui en réalité est déjà proposée par Scapini au nom du maréchal Pétain et de son gouvernement en septembre 1940 aux Allemands. Et en fait, loin de rentrer, on voit que les prisonniers, après Montoire, précisément, quittent la France pour partir vers l'Allemagne. Pourquoi partent-ils vers l'Allemagne? Eh bien, c'est dit dans le commentaire, parce que l'Allemagne a besoin d'eux comme main-d'œuvre. Et c'est effectivement comme main-d'œuvre que les prisonniers vont passer l'essentiel de leur captivité en Allemagne. D'ailleurs, on a vu un certain nombre de ces prisonniers, français ou autres, c'est difficile à dire, travaillant au pont des Nibelungen à Linz. Et je crois qu'il y a là, effectivement, quelque chose qui montre bien à quel point la politique de collaboration du gouvernement de Vichy était une politique d'illusion et qui, par-dessus le marché, a placé les prisonniers en faisant l'enjeu de la collaboration dans une situation encore plus délicate du point de vue moral, je dirais, qu'il ne l'était du fait de leur captivité. Oui. Mais le problème des prisonniers pose pour les Allemands alors un problème très large, c'est celui du travail, puisque du travail nécessaire, ils ont besoin de main-d'œuvre à cause de la guerre qui s'annonce peut-être contre la Russie. On commence à y penser sérieusement. Et on voit qu'il y a des négociations avec plusieurs gouvernements. Par exemple, avec le roi des Belges. Et à ce moment-là, Hitler libère non pas les prisonniers belges, mais les prisonniers flamands, uniquement les flamands. Parce qu'il veut que retournent en Belgique des Belges qui sont censés être favorables à la Grande Allemagne ou à une Europe allemande. Bien, et bien maintenant, nous allons voir l'autre côté du décor, c'est-à-dire la France à cette époque, avec un document étonnant parmi les voyages du maréchal, le voyage à Marseille, qui est le plus important de tous. On a pu appeler ça les noces du maréchal avec la France. Les cyclistes dans la ville. Au cœur de Marseille, une belle manifestation du sport le plus populaire réunit autour de Gianello et de Vietto les espoirs et les asques contre la côte. Dès le départ de cette course de 15 km qui se déroulera tout à l'endroit où se dressait la guerre des îlots insalubres, la lutte s'annonce dure. Au premier tour de cette épreuve, on a vu Pernac passer en tête, suivi de Deyon, Gianello et Vietto. Tour à tour, Deyon, Gianello et Pernac, puis Vietto prennent et perdent le commandement du peloton de tête qui refuse de se dissocier. Mais Pernac, dans un suprême effort, devance tout le monde et se classe bon premier. Image de France. Limoges a accueilli le général Hunziger, chef des forces terrestres, ministre secrétaire d'État à la Défense nationale. Sur
le front des troupes, le général à qui l'on a ce magnifique ordre du jour de la bataille de France, si courageux et si humain, et qu'aucun soldat n'a oublié, venait remettre au nom du chef de l'État français les récompenses dues au mérite et au malheur. Le chef de l'armée, ceux qui combattirent et qui souffrent, un drapeau troué, une image de la France glorieuse et reconnaissante. Une autre image de France. Marseille fait aux 4 victimes du bombardement des obsèques émues. Autour de M. Viguier, préfet des Bouches-du-Rhône, et du général Dentz, commandant la région, une foule recueillie se presse dans la petite église. Quatre victimes, 4 femmes, 4 meurtres que rien n'explique, 4 deuils que rien n'excuse. Une image de la France douloureuse. Image de France. En rade de Toulon, le navire Hôpital Canada ramène 67 officiers et 1200 marins blessés rapatriés d'Angleterre. Le premier, le vice-amiral Marquis, préfet maritime de Toulon, saluait les arrivants au nom de la France et leur témoignait la reconnaissance du pays. « 1200 blessés, 1200 hommes qui ont donné de leur sang au pays, qui ont subi l'exil, qui reviennent. » Une image de la France un instant brisée, mais qui, dans sa douleur, retrouve la vie. Mais les plus belles images de France que cette semaine nous dévoile, ce sont celles de l'accueil de la Provence au chef de tous les Français. Arles, le pays des gardiens, offrait à son arrivée sur cette terre le spectacle romantique de ses cavaliers pittoresques et de ses filles magnifiques que Mistral a chanté. Nouvel épisode imprévu du poème du Rhône et qui s'éclaire de la même lumière noble et sensible que l'un des plus grands de nos poètes nationaux a fait couler dans ses vers. Prélude coloré à cette inoubliable réception que dans Marseille, que dans Toulon, tout le midi pleura au régénérateur de la patrie. Marseille. Ici, tout de suite à l'arrivée à la gare Saint-Charles, c'est l'ovation. Marseille, la maritime, a hissé à tous ses mâts, à toutes ses fenêtres, le grand pavois. Après le premier salut officiel, c'est la descente vers ces rues où se presse 1 million d'hommes, de femmes, d'enfants, qui de toute leur voix acclament le chef, qui de tout leur cœur et de toutes leurs âmes ressentent cette impression émouvante de connaître enfin un chef qu'ils veulent suivre et qu'ils peuvent aimer. Salut à la souffrance acceptée, salut à la valeur. Sur la place de la préfecture, les mutilés des deux guerres forment la haie à Pétain. Symbole émouvant que ce geste qui unit dans une accolade fraternelle le vainqueur de Verdun, le chef d'aujourd'hui, à ceux dont le sang a coulé. Souffrance
encore saignante du sang de ses blessures, que la France retrouve aujourd'hui sa ferveur et le sens de son destin. Et c'est la main levée vers Pétain, comme vers le père, comme vers le chef, que l'immense foule des combattants prononce le grand serment de la Légion. Ouverte sur le monde, elle s'ouvre aussi sur le souvenir. Devant le monument aux morts d'Orient, le grand soldat vient se recueillir. Devant cette porte symbolique, c'est à tous les Français qui partirent mourir ailleurs que va notre piété, aux obscurs qui sont tombés dans les rizières, au bord des marigots, à tous ceux qui, sous tous les ciels, firent flotter un drapeau tricolore. Vers le Vieux-Port, la Canebière est devenue l'avenue triomphale. Et dans l'extraordinaire décor du Vieux-Port, c'est l'armée qui vient dire sa foi à celui qui, après avoir été son chef, est maintenant le chef du pays. Marseille a crié sa joie, Marseille a clamé sa foi retrouvée. Les derniers instants que le maréchal y passe, il les consacrera à la consolation et au souvenir. À l'hôpital Montolivet, il vient s'entretenir avec ceux qui souffrent encore les souffrances des dernières batailles. Geste touchant qui montre à côté du chef aux mains fermes, le père au grand cœur. Dans les salles, le chef de l'État épinglera sur des vareuses les mêmes insignes qu'il porte sur sa tunique de maréchal, les mêmes témoignages de la valeur et de l'abnégation. Lui et eux ont fait le même sacrifice. Ils donnèrent de leur sang. Il a fait à la France le don de sa personne pour atténuer son malheur. Et l'adieu que le chef de l'État fait à Marseille, c'est l'hommage ému qu'il apportera à la cathédrale au cours de cet office solennel célébré à la mémoire de ceux qui sont morts pour que naisse de leur sacrifice une France nouvelle. Accueilli au portail par Monseigneur Delay, évêque de Marseille, le premier Français de France écoute ses chants et ses prières qui promettent une résurrection.
Oui, là, je voudrais intervenir parce que j'ai eu l'occasion de voir aux archives l'envers du décor. C'est-à-dire comment on a préparé le voyage du maréchal. Et il y a deux traits qui sont tout à fait intéressants à observer dans ces archives. C'est d'une part qu'il n'y avait pas de parti politique à l'époque puisqu'ils avaient été interdits. Ils n'en subsistaient un peu qu'en zone nord. Et en conséquence, pas mal de petits groupes voulaient en quelque sorte se dire plus maréchalistes que les autres, et notamment les fascistes de Doriot, Doriot qui répétait partout je suis l'homme du maréchal, je suis l'homme du maréchal. Et tout le problème du ministre de l'Intérieur et de Vichy, c'est d'empêcher Sabiani, qui était communiste et devenu fasciste, de prendre en main l'organisation des manifestations et de confisquer l'avenue du Maréchal au profit du Parti populaire français, des fascistes français de l'époque. Et il s'appuie sur les truands, puisque Carbone, la bande à Carbone, était liée à Sabiani, et c'est eux qui essayent d'organiser quelque chose pour que ce soit toujours les fascistes qui apparaissent au premier rang de ceux qui applaudissent le maréchal. Et le gouvernement de Vichy essaye de prévenir ces manœuvres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur place, les commissariats de Marseille, de police, la préfecture, etc., voudraient assurer que tout se passe bien, et on a vu que tout s'est bien passé. Et ce sont eux, à la base, à Marseille, les commissaires de police, qui proposent d'interner dans 3 camps on dit de concentration, les 3 éléments qu'on juge les plus dangereux de la population, c'est-à-dire d'abord les républicains espagnols, et c'est pourtant la République française qui était solidaire de la République espagnole, les républicains espagnols, ils sont armés, ceux-là, il faut faire très attention, écrivent les commissaires de police, donc les interner dans un camp. Ensuite, les juifs, qui n'aiment pas le maréchal, bien sûr, disent-ils, et enfin, les communistes. Mais pour cela, on est prêt, écrit le commissaire, parce que déjà à l'époque de Daladier, on les avait internés. Par conséquent, pour eux, on les connaît tous, et leurs amis de leurs amis, on pourra rafler tout ça sans grand effort. Et le point important dans cette histoire, c'est que ça montre bien que la répression contre tous ceux qui incarnaient la Troisième République, ou qui lui étaient associés, comme les Espagnols républicains, etc., ou les communistes, les socialistes, les syndicalistes, qu'on met dans le même paquet, bien sûr, cette répression n'est pas seulement partie du gouvernement de Vichy, mais d'une partie des institutions de la base, c'est-à-dire la police, les sous-préfectures, les préfectures. Les deux mouvements se sont en quelque sorte conjugués. Toulon, c'est ici la marine, cette flotte admirable, héroïque à Mers-el-Kébir, héroïque à Dakar, que le maréchal va trouver. C'est par-delà la mer l'empire que le maréchal va saluer. Accompagné par l'amiral Darlan, il va sous les acclamations passer en revue les unités ancrées dans la rade. Dont on n'oubliera pas la magnifique tenue aux heures tragiques de Mers-el-Kébir, le maréchal dira à tous les marins « merci » au nom du pays. Et la dernière image qu'emportera le chef de l'État, avec le souvenir d'un peuple qui se donne à lui, d'un peuple à qui il restitue le sens de sa continuité et celui de sa grandeur, ce sera celle de milliers de bouches chantant la Marseillaise, celle d'un drapeau qui flotte haut dans le ciel par-dessus la terre et la mer, bleu, blanc, rouge. Bien, Yves Durand, votre commentaire sur Pétain, Vichy, les prisonniers. Le commentaire sur Pétain, d'abord, je crois que ce qu'on vient de voir, là, le film sur le voyage à Marseille et à Toulon est vraiment exemplaire de la construction du mythe du maréchal. Hein, c'est un film qui est construit pour mettre tous les ingrédients du mythe, lequel, naturellement, repose sur une certaine réalité, c'est clair. Mais, je préfère effectivement parler des rapports entre Vichy et les prisonniers, puisque c'est la raison pour laquelle je suis ici et ma principale spécialité d'historien sur ce plateau. Le Vichy, en fait, s'est beaucoup intéressé aux prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre ont été les enfants chéris du maréchal.
Et sans aucun doute, le gouvernement de Vichy dans son ensemble et le maréchal Pétain ont cherché à défendre autant que possible les prisonniers de guerre. Cela dit, la manière dont ils présentent les prisonniers de guerre est complètement faussée là aussi, parce que dans le discours vichiste, les prisonniers, ils sont tous assimilés à des gens qui seraient dans des camps, et ces camps sont assimilés eux-mêmes à des espèces de monastères dans lesquels ils réfléchiraient à partir du malheur de la France et la rédemption par la souffrance, dont on vient d'avoir en terminant le voyage là, encore un bel exemple, une belle référence, serait le lot des prisonniers, plus encore que tous les autres. Ils s'ouvriraient dans leur camp et ils reviendraient pour être le levain de la Révolution nationale. Or, il y a une image des actualités allemandes qui nous montre ce qu'était réellement la condition des prisonniers français en Allemagne. Ils étaient au travail. Les gens qu'on a vu travailler sur ce chantier du pont des Nibelungen à Linz, ça c'est typique. C'est typique et je crois qu'il faut insister là-dessus. Ce sont des gens, des prisonniers de guerre, qui travaillent, et pas forcément dans des fermes, comme souvent on le croit. Il y avait, c'est vrai, un peu plus de la moitié des prisonniers de guerre français qui ont été employés dans les fermes. Il faut savoir que 95% des prisonniers ont été au travail, dans les commandos de travail, et non dans les camps. Et sur ces 95%, 50% et un peu plus de 50% sont dans des fermes. Mais il y en a qui sont dans des usines, il y en a qui sont dans des mines, il y en a, comme on a vu là, qui sont donc sur des chantiers urbains ou ferroviaires. Et ce qui est intéressant aussi, et je reviens à cette image des prisonniers travaillant au pont de Linz, c'est qu'ils sont mêlés aux travailleurs du pays, que ce soit des Autrichiens ici ou des Allemands. Et c'est une des dimensions essentielles, je crois, et un des intérêts essentiels de l'histoire de la captivité. C'est que les prisonniers de guerre français, environ 1 600 000 ont connu la captivité en Allemagne plus ou moins longtemps, et 1 million, ils sont encore en 1945. Ces prisonniers ont vécu avec les Allemands. Et pour eux, pendant 5 ans, l'Allemand, c'est resté évidemment le ressortissant d'un pays ennemi. Mais cet ennemi, c'était des femmes, c'était des enfants, et c'était ces travailleurs avec lesquels ils travaillaient tous les jours, et quelquefois des travailleurs qui leur laissaient entendre qu'ils n'étaient pas nazis, et qu'ils avaient même gardé leurs convictions d'avant-guerre. Ce qui fait que l'histoire de la captivité m'a permis, je crois, de découvrir, et de faire découvrir à mes éventuels lecteurs, en fait, il y avait d'une part eu une expérience de contact entre la France et l'Allemagne par le truchement des prisonniers de guerre, qui n'avait pas toujours été positive, tant s'en faut, souvent négative, mais qui était très différente de celle des Français, dans la mesure où ils avaient connu de près et dans leur diversité les Allemands. Et d'autre part que dans la population allemande, bien que, il ne faut pas l'oublier, la population allemande ait donné à Hitler, à une grosse majorité, son accord pour faire sa politique, jusqu'au moment où cette politique tourne mal, il y avait tout de même une diversité d'opinions qui restait, et il y avait des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants qui vivaient, allemands ou français, comme des hommes, tout simplement. Et je crois que cette humanité de l'expérience de la captivité, c'est véritablement quelque chose de fondamental. Écoutez, vraiment merci Yves Durand, parce que vous avez expliqué comment est née une sorte de terreau qui, par la suite, peut mieux faire comprendre ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne après la guerre. Merci encore.